Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier de nos journées techniques de l'anniversaire qui vont retarder de 20 ans de CMA 3. Cette matinée, on va la consacrer, en tout cas l'atelier de ce matin, on va la consacrer à un thème assez important, celui de la sécurité des machines frigorifiques. Et vous savez que la sécurité, c'est un sujet qui intéresse le fonctionnement des machines frigorifiques depuis la conception jusqu'à la fin de vie, en passant bien sûr par la mise en service. Et ces sujets de sécurité, on en parle aujourd'hui, mais depuis la découverte du froid, et depuis les premiers travaux de Charles Tellier sur le froid, ces sujets-là étaient présents avec d'autres fluides, d'autres problématiques. Mais aujourd'hui, heureusement, beaucoup d'efforts ont été réalisés dans ce sens-là. Il y a beaucoup de réglementations qui viennent cadrer l'usage des fluides, l'usage des machines, en amont, pendant et après l'utilisation et la production du froid. Et c'est de l'ensemble de ces sujets-là et de l'actualité sur ces sujets-là qu'on va en parler ce matin. Alors, au programme, nous avons plusieurs interventions. D'abord, je ferai une petite introduction sur l'aspect sécurité avec un zoom sur les ESP, les équipements sous pression. Et puis, je donnerai la parole après à Cédric Chambreau de DNJ, qui va nous parler de la mise en œuvre de cet été notamment, donc qualité professionnelle froid, sur le terrain, dans la théorie à la pratique, avec un retour d'expérience de l'application de ces exigences réglementaires sur le terrain. Après cette intervention-là, on aura également un éclairage de Yann de Champsavin, directeur de Technia Inspection. En tant qu'organisme habilité, nous allons voir que certaines inspections ne peuvent être réalisées que par des organismes habilités. Donc, quel est le rôle de ces organismes? Et puis, on va parler d'un autre sujet qui relève également de la sécurité, à savoir les analyses de risque qui devraient être réalisées en amont de l'exploitation des machines, notamment quand on est avec l'usage des fluides légèrement inflammables qui sont aujourd'hui de plus en plus publicités sur le terrain. Et donc, on aura ici un retour d'expérience sur un cas pratique qui serait présenté par Jean-Marc Christman et Luis Viscognol de Kimour. Et puis, ma foi, on donnera un petit peu de temps pour avoir un échange. C'est un petit peu l'objectif de cette rencontre, pour répondre à vos questions, que ce soit ici en salle ou par chat. Donc, je rappelle que si vous avez des questions, vous avez un petit bouton pour ceux et celles qui sont connectés avec nous ce matin à distance. Vous avez un bouton Q&A, questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer de répondre. Alors, un petit zoom sur la sécurité des machines frigorifiques et notamment sur les équipements frigorifiques sous pression. Tout d'abord, c'est quoi un équipement sous pression? Un équipement sous pression, ça peut être un récipient, une tuyauterie, un accessoire de sécurité qui sont quasiment obligatoires pour la sécurité des machines frigorifiques qui sont souvent installées et associées aux différents composants. On va trouver les soupapes, bien sûr. On va trouver aussi les accessoires de sécurité. Et un équipement sous pression est destiné à contenir un fluide sous pression plus ou moins dangereux. Et le CTP, le premier seuil de pression, c'est à partir de 0,5 bar. Donc, à partir de 0,5 bar, on estime qu'on est sous pression. Donc, en fonction du volume, on peut être soumis à l'application d'un certain texte réglementaire.
Donc, ces équipements-là, ils peuvent être fixes au mobile, mobiles dans le sens où ils sont exploités ailleurs que sur leur lieu de remplissage. La pression, j'en ai parlé, c'est à partir de 0,5 bar, quel que soit le matériau de l'enveloppe. Ils sont souvent identifiés par un marquage réglementaire avec une plaque ou avec un gravage spécifique à chaque régime de fabrication et reprenant les principales caractéristiques. Et on va retrouver deux caractéristiques en particulier, la pression de service et le volume. Et donc, par définition, un équipement sous pression, il est susceptible d'exploser. Et donc, toutes les préventions vont être faites en amont, bien sûr, avec un certain nombre de contrôles, de vérifications, de visites pour vérifier et s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble. Alors, on va trouver ces équipements, ils sont un petit peu partout, dans tous les milieux industriels, que ce soit de la chimie, de l'industrie agroalimentaire, des pétrochimistes, en pharma, en automobile, dans les applications de chauffage, les chaufferies urbaines, par exemple, au niveau des garages automobiles, les stations de service, sous la chaussée, avec les réseaux de chaleur, par exemple, et bien sûr, dans nos installations frigorifiques, parce que nos installations frigorifiques contiennent parfois de la grosse tuyauterie, quand on parle des grosses machines et des grosses puissances, des récipients, des réservoirs liquides, par exemple, réservoirs haute pression, basse pression, les accessoires de sécurité, des échangeurs qui peuvent être par moment également soumis à la réglementation qui gère les équipements sous pression. Donc, en termes de risques, nous avons bien sûr les risques d'explosion avec des ruptures franches, notamment également les risques de perte de confinement avec des émissions à l'atmosphère, des gaz qui peuvent être toxiques, l'ammoniac par exemple, qui peuvent être inflammables avec des hydrocarbures ou avec des diesel par exemple. Et bien entendu, c'est des gaz, pour la plupart, c'est des gaz à effet de serre. Donc, la mise en atmosphère des kilos de fluide frigorigène peut être parfois l'équivalent de plusieurs tonnes, équivalent CO2. On peut avoir également des risques d'incendie, avec des risques pour la sécurité, la santé, la salubrité publique ou pour la protection de la nature et de l'environnement. Et donc, pour l'ensemble de tout ça, il est nécessaire de prévenir ces risques. Ah oui, pardon. Et donc, quand on parle des risques, ben, ce n'est pas théorique. Hein. Vous voyez ici que c'est des choses qui peuvent exister hein, réellement et ça peut être mortel. Donc là, ici, vous avez une photo que je trouve sur Internet qui est assez parlante d'un compresseur qui a explosé, un accident à Dijon en 2005. Et malheureusement, ça peut être parfois mortel. Donc, quand on parle de la sécurité des machines frigorifiques, c'est un sujet qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Il y a des vrais risques. Et pour prévenir de ces risques-là, eh ben, il y a toute une série de contrôles, d'inspections, dont on va parler un petit peu plus en détail cette matinée. Alors, pour prévenir ces risques-là, donc, cette prévention se fait via un encadrement réglementaire de la fabrication à l'exploitation, avec des textes européens, des textes nationaux et des décisions, des arrêtés ministériels, et puis une dérogation de l'arrêté avec des pratiques spécifiques aux machines frigorifiques en utilisant le cahier technique professionnel dont Cédric va nous parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il faut savoir que le suivi en service des machines frigorifiques peut se faire selon deux régimes, soit le régime général qui est régi par l'arrêté ministériel, soit le régime spécifique de suivi en service selon le cahier technique professionnel qui oblige la mise en place d'un ensemble d'opérations réglementaires
à commencer par l'établissement maintenant désormais obligatoire d'un plan d'inspection, des visites initiales, des inspections initiales, la requalification périodique à une date bien précise et de l'approbation des plans d'inspection par les organismes habilités. Donc voilà un petit peu une introduction sur le sujet. Sans trop tarder, je vais laisser la parole à Cédric qui va nous parler de la mise en pratique du CTP et le retour d'expérience que J a pour cette application. À toi la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, on vient de voir la partie théorique et on va passer à la partie pratique. Donc je me présente. Donc Cédric Chantreau, expert réglementation et la direction de la performance opérationnelle Île-de-France, tertiaire BU, tertiaire et proximité. Donc, les grosses étapes à retenir sur le CTP 2020, puisque comme vous venez de le voir, c'est un vieux sujet et donc c'est juste des réactualisations. Donc, c'est pour certains équipements donc, de catégorie 2 et 3, le passage de 40 à 48 mois sur la fréquence des inspections périodiques et le fréquentiel des requalifications qui passe de 10 ans à 12 ans, parce qu'avant, 40 plus 40, plus 40, ça fait 120, donc ça faisait 10 ans, et maintenant 48 plus 40, c'est 48, ça fait 12 ans. C'est pour que la troisième inspection périodique retombe bien sur la dernière requalification. La chose qu'il y a également, c'est il faut faire attention, une requalification, ça se prépare. Et entre autres, il y a la vérification soit du retarage, soit du remplacement des soupapes de sécurité. On va le voir tout à l'heure. Il y a une petite souplesse. Et c'est à faire. Il faut bien faire attention sur la coordination du mainteneur et de l'organisme habilité qui fera la requalification. Il ne doit pas y avoir plus de 6 mois entre le remplacement de la soupape et le passage de l'organisme pour la requalification. La vérification des pressostats doit dater de 12 mois maximum, si c'est possible, bien entendu. Et bien entendu, ce qu'a dit Julie, c'est pour le CTP, l'avantage, c'est d'une part, pour les inspections périodiques, il n'y a pas lieu d'avoir une visite intérieure, et pour la requalification, il n'y aura pas d'épreuve hydraulique. S'il n'y a pas d'application du CTP, ces deux obligations seront à faire, et pour nos équipements froids, c'est compliqué. Pour continuer à bénéficier des anciens CTP, ce qu'on appelait CTP 2014 en particulier pour la version précédente, il y a ce qu'on appelle le plan d'inspection qui est obligatoire. Il est établi sous la responsabilité de l'exploitant par une personne compétente. Donc, soit il peut avoir les ressources en interne, soit il peut le déléguer à une tierce qui est donc reconnue compétente. C'est ce plan d'inspection qui va permettre de passer au nouveau fréquentiel. Lors de la prochaine requalification, ce plan d'inspection sera approuvé par, cette fois, un organisme habilité. Les choses, vous l'avez vu sur l'exemple tout à l'heure, ce n'est pas de la théorie, il peut y avoir des accidents et donc il faut remonter tous les accidents auprès du ministère. Et donc, en tant qu'exploitant, vous avez un exemple qui est disponible sur le lien ci-dessus. Même si vous n'avez pas d'accident, vous avez l'obligation de faire un retour d'expérience tous les 2 ans sur vos CTP frigorifiques. Alors, nous, ça fait bien longtemps qu'on a commencé à travailler avec nos clients. On avait commencé dès 2011 sur ce qu'on appelait à l'époque le CTP3, CTP2 et 3, à mettre en place ces aménagements avec les organismes habilités, avec nos prestataires, aux frais d'un client qui PSA Île-de-France, sur les sites de Vélizy, Poissy, Grande Armée, Paris 17e, la Garenne Colombe, via la filiale Isélis. Depuis 10 ans, nous continuons à accompagner nos clients. Nous formons en interne les inspecteurs pour réaliser les audits, rassembler les pièces administratives sur ce qu'on appelait anciennement le dossier descriptif,
qui est devenu le chapitre fabrication. On a une remise à niveau en 2014. Suite à la mise en place du CTP 2020, nous nous sommes rapprochés de CMA3 pour soit reformer nos anciens inspecteurs, soit former de nouveaux inspecteurs, parce qu'il y avait des délais assez brefs, et en particulier sur la nouveauté du plan d'inspection. Donc, nous réalisons en interne ou pilotons des partenaires pour réaliser les opérations préalables à l'inspection périodique, comme on l'a vu, à la requalification. Alors, les étapes à suivre. Dans un premier temps, bien entendu, la première chose, c'est que normalement, tous les exploitants doivent avoir la liste de leurs équipements sous pression. Et pour le coup, on s'est rendu compte que beaucoup de clients n'étaient pas au courant qu'ils avaient des équipements sous pression, en particulier sur le froid. Donc, on a eu notre rôle d'information auprès des clients pour les informer, soit comme aujourd'hui le fait CMA3 lors de petits déjeuners, soit lors d'envoi de plaquettes ou lorsqu'on fait nos revues mensuelles d'activité avec nos clients. Donc, les équipements concernés, on l'a dit tout à l'heure. La première étape, bien entendu, c'est le recensement. Parce qu'en fin de compte, un équipement, ce n'est pas forcément un groupe froid. Lorsque vous avez un groupe froid, vous pouvez avoir plusieurs récipients concernés pour des tuyauteries. Donc, l'objectif, c'est vraiment de déterminer la liste des équipements concernés et leur catégorie. Puisqu'on a vu tout à l'heure, ça va avoir un impact en particulier sur le fréquentiel des visites des inspections périodiques. Donc, le contenu de la prestation, c'est bien faire les inventaires par rapport aux obligations réglementaires, vérifier les documents relatifs aux équipements, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelait avant le dossier descriptif, qui maintenant s'appelle le chapitre fabrication du dossier CTP, déterminer les groupes de danger des fluides, puisque comme vous le verrez tout à l'heure, on a des fluides maintenant qui sont A2L, on a des fluides de groupe 1 ou de groupe 2, et on a justement cette fameuse liste qui ne concerne pas que le froid. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous pouvez avoir des vases d'expansion, vous pouvez avoir des chaudières, vous pouvez avoir de l'air comprimé, mais en tout état de cause, tous les équipements sous pression doivent être rassemblés sous un même tableau qui doit être fourni à la demande des autorités. Et donc, nous avons en particulier, pour la spécificité des groupes froids, indiquer les textes applicables, dont le CTP, qui permet de déroger à la visite intérieure pour l'inspection périodique ou à la requalification, à la mise sous épreuve pour la requalification. Et dans ce tableau, vous devez systématiquement mettre la date de la dernière inspection périodique, la date de la prochaine inspection périodique, la date de la dernière requalification, la date de la prochaine requalification. Ça, c'était déjà donné dans le 15 mars 2000, dans l'article 6, et ça a été repris dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017. Il y a eu quelques aménagements faits, mais grosso modo, ça reste, somme toute, toujours la même chose. Donc, on liste les contrôles et les maintenances réglementaires à réaliser et la liste des documents éventuels manquants. À l'issue de cet audit, on va noter les écarts qu'il peut y avoir en vue de la requalification, puisque, comme nous allons le voir à la fin de la présentation, il ne faut pas confondre la requalification qui est réalisée par un organisme habilité et la préparation à la requalification qui va être réalisée par un mode partner. Donc, il y a une coordination à établir et souvent, vous verrez, il y a eu des bugs sur cette coordination qui peut amener des coûts importants, puisque si vous dépassez le délai qu'on a vu tout à l'heure de 6 mois entre le remplacement de la soupape et le passage de l'organisme de contrôle, vous allez être obligé de refaire l'opération. Donc, il y a lieu d'avoir un dossier d'exploitation. Dans le dossier d'exploitation, vous aviez à l'époque 2 dossiers, le dossier descriptif et le dossier d'exploitation. Tout a été regroupé dans un seul dossier au CTP 2020 pour chaque système. Donc, cette solution permet
d'avoir une prestation globale pour l'exploitant, sachant que vous avez au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 pour engager vos démarches de régularisation. Donc, grosso modo, encore, vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour avoir un bon de commande et un planning associé. Donc, comme on l'a vu, dans un premier temps, il y a la partie documentaire auprès des constructeurs pour récupérer les certificats CE, les notices d'instruction, etc. Préparer les visites auprès des mainteneurs avec la vérification des incondensables, les tests des pressostacs quand c'est possible. Grâce à CMA-FRA, donc nous sommes habilités pour réaliser les plans d'inspection. Mais comme on a beaucoup de demandes, on fait appel à d'autres prestataires comme CMA-FRA pour réaliser ces prestations également. De la même manière, nous avons du personnel qui a été formé par CMA-FRA pour réaliser les visites initiales et les inspections périodiques. Et grâce à notre montée en compétences, nous pouvons accompagner nos clients pour l'approbation du plan d'inspection et la requalification, cette fois-ci par les organismes habilités. Donc, les moyens mis en œuvre, nous avons des accords cadres avec les quatre principaux organismes habilités. Nous faisons des travaux également d'optimisation des coûts de maintenance. En particulier, vous allez voir que ce qui coûte le plus cher dans le remplacement des soupapes, ce n'est pas la soupape elle-même, mais c'est la mise en œuvre du remplacement de la soupape. En particulier, dans la plupart des groupes, en option, vous pouvez avoir la mise en place de 23 voies, ce qu'on appelle des vannes à tiroirs sur les équipements, mais la plupart du temps, les donneurs d'ordre, alors toujours au moins cher, on a toutes les options. Et malheureusement, lorsqu'il y a des opérations de maintenance, ce n'est pas le même coût, mais ce n'est souvent pas les mêmes budgets. Donc nous cherchons à optimiser les coûts, et c'est pour ça que nous travaillons pour réaliser et mettre en place des 23 voies qui sont normalement indiquées dans le CTP comme des interventions non notables. Nous travaillons également avec des prestataires où ils refont les notes de calcul si nécessaire, conformément à la réglementation. De la même manière, on le voit, on essaye de lutter contre les gaz à effet de serre, quitte à vidanger l'installation. Si on fait une requalification, ça veut dire que nos équipements ont plus de 10 ans, ou on va le voir par la suite, et vous n'êtes pas mis en conformité avant le 31 décembre 2020. Et donc, on vous propose, si c'est possible, de faire ce qu'on appelle un rétrofitage, c'est-à-dire plutôt que de réinjecter le fluide existant, vu que l'installation est vide, en profiter éventuellement pour remettre un nouveau flux. Et bien sûr, nous coordonnons les opérations des mainteneurs et des organismes habilités pour réaliser les opérations préalables et la requalification. Au final, l'objectif est bien de régulariser le suivi en service des équipements sous pression. Il y a la réalisation, une fois que tout est régularisé, des opérations d'inspection périodique, soit en interne, parce que nous avons été formés par CMA-FRA, soit en externe, avec CMA-FRA ou des organismes habilités. Et nous réalisons les opérations de maintenance requises avec la vérification des incondensables, le nettoyage des tests de pression. Ce qui est important, c'est surtout de retenir les erreurs à ne pas commettre. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, dans les donneurs d'ordre, il faut juger s'il y a des options qui existent dans ce que vendent les fabricants, c'est que souvent il y a une utilité. Donc, essayez de les regarder et bien intégrer dans vos cahiers des charges l'obligation de fournir tous les documents. Et lorsque vous avez des CD, d'ouvrir les dossiers, parce que malheureusement, on voit dans les DOE des dossiers super bien faits
avec dossier ESP, avec certificat CE, avec notice d'instruction. Et quand vous ouvrez ces dossiers, c'est vide. Et après, vous êtes bien embêté quand l'organisme de contrôle passe. Donc ça, faites bien attention, d'une part, de le demander, d'autre part, de l'obtenir. Donc ça, c'est très important sur cette partie-là. De la même... Merci. De la même manière, il y a eu des soucis de langage ou de... Je ne sais pas comment c'est venu, mais il y a certains mainteneurs qui ont indiqué que le remplacement des soupapes, c'était une requalification. Ils ont vendu ça comme des requalifications. Et souvent, ils notaient en tout petit, le passage de l'organisme de contrôle n'est pas dans notre prestation. Il faudra vous assurer que dans les 3 mois suivant le remplacement des soupapes, maintenant ça sera dans les 3 mois suivant le remplacement des soupapes, vous devez faire appel à un organisme habilité. Les gens ne lisaient pas forcément ces petites lignes ou ne comprenaient pas forcément ces passages-là. Et donc, on a eu lorsque les organismes passaient, le délai était dépassé, des problèmes puisqu'il fallait refaire l'opération. Donc ça, il faut bien faire attention de s'assurer d'une part que le dossier administratif est bien fait et que toutes les opérations sont faites. Donc il n'y a pas la requalification, ce n'est pas le remplacement de la soupape. La requalification, c'est bien réalisé par un organisme habilité et il y a la vérification d'opérations de maintenance et d'opérations de suivi administratif. Et il faut bien que les deux soient pris en compte. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de la vanne 3 voies, c'est que vous n'êtes pas obligé de vidanger l'installation. Et ce qui est très coûteux dans le remplacement de la soupape, c'est la main-d'œuvre, puisque pour remplacer la soupape, vous devez retirer le fluide, remplacer la soupape et remettre le fluide. Donc, c'est l'avantage de la soupape 3 voies, c'est que vous avez toujours la sécurité. Vous pouvez remplacer une soupape tout en ayant la sécurité sur le soupape. L'autre avantage, bien entendu, c'est que quand on manipule du fluide, on a toujours une petite perte et donc on rejette l'atmosphère des gaz. Et donc, le but du jeu actuellement, c'est d'avoir des équipements le plus étanches possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention. L'autre problématique qu'on a rencontrée, et ça a été, donc il y a eu des impacts financiers assez importants, puisque lorsque vous vous trompez sur la multiplication de la pression de service fois le volume, vous avez donc un calcul, et l'unité, c'est bar fois litre, bar litre, ce qu'on appelle des bar litres. Et donc ça, c'est assez simple, c'est une multiplication avec X et Y. La problématique, c'est que certaines personnes, voire même certains organismes agréés, confondent la partie eau et la partie gaz. Et donc, pour le coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie fluide frigorigène, donc la partie gaz. Sur les plaques, c'est assez simple. Il y a marqué H2O pour la partie eau, éventuellement H2O qui collé des fois. Et après, sur la partie gaz, il y a marqué HFC, HCFC, etc. À la base, ça a l'air simple. Et pour le coup, il y a eu des problèmes. Et donc, quand vous prenez le PS fois V côté eau, vous vous retrouvez avec un calcul qui peut vous amener à ce qu'on appelle une DMS, déclaration de mise en service, c'est-à-dire que le produit de la pression fois le volume dépasse les 10 000 bar litres. Et après, vous devez faire appel à du personnel habilité, etc. Donc, il y avait cette première problématique. Et l'autre problématique, c'est, on l'a vu, en fonction des produits de service fois le volume, vous pouvez avoir des équipements, des récipients de catégorie 2, 3 ou 4. Et si vous êtes en catégorie 4, le fréquentiel n'est pas le même qu'en catégorie 2 et 3. Donc, vous vous retrouvez à des contrôles tous les 24 mois au lieu d'avoir des contrôles tous les 48 mois. Donc, le coût financier n'est pas le même. Donc, bien faire attention à ces éléments-là, puisque, pour le coup, on l'a vécu sur plusieurs sites. L'autre chose importante, qui a été déjà, lors des précédentes réunions SEMAFROID, évoquée par les représentants de l'État, c'est faites attention dans vos cahiers des charges et faites attention également dans les notices d'instruction qui sont fournies par les constructeurs. Vous avez des choses assez alambiquées où des fois ils disent qu'il faut remplacer l'équipement au bout de 10 ans. De la même manière, vous pouvez avoir des soupapes
soit Castel, soit GMC, à durée de vie de 5 ans. Et donc, pour le coup, lorsqu'il y a des notices d'instruction, il faut respecter les notices d'instruction puisque l'objet de cette réglementation, c'est la sécurité. Et donc, les éléments de sécurité, s'il y a une notice d'instruction, c'est pour la sécurité. Donc, bien faire attention à ces notices d'instruction et aux notices d'instruction qu'il y a sur les soupapes. De la même manière, il y a des subtilités sur nos groupes. De la même manière que tous les récipients ne sont pas forcément des récipients sous pression, comme l'a dit, au-delà de catégorie 1, donc catégorie 2, 3 et 4. De la même manière, tous les éléments qu'on peut considérer de sécurité ne font pas forcément de sécurité pour la partie pression. Nous avons également des soupapes qui sont pour la protection contre le feu. Donc, c'est un élément important à prendre en compte sur cette partie-là. Donc voilà, nous verrons les questions éventuelles après la présentation. Okay. Très bien, merci pour cet éclairage assez intéressant et sur les mises en garde au niveau de la pratique de cet été, système frigorifique. Je partage tout à fait les remarques et les retours d'expérience que Cédric vient d'expliquer. Et on retient notamment ce qui a été dit sur la bonne préparation de la requalification périodique des installations qui se fait en concordance et en coordination avec le mainteneur pour que l'opération à la fin soit une réussite, parce qu'effectivement, on peut avoir des surprises. Vous avez noté également que le Sémafroid accompagne ses clients sur tous les étages, hein, donc de l'accompagnement pour la formation des opérateurs pour qu'ils soient habilités, pour qu'ils soient personnes habilitées aptes à faire les plans d'inspection, les visites initiales et les inspections périodiques. Et puis même en amont pour faire les recensements des équipements frigorifiques. On accompagne également avec les requalifications en faisant appel à un organisme habilité. Et donc, justement, pour parler des organismes habilités, je laisse la parole à Ayane qui va expliquer le rôle dans l'inspection et l'application de l'ESP. Merci Mohamed et merci Cédric pour ces deux présentations très complètes. On a entendu parler, bonjour à toutes et à tous, on a entendu parler dans les deux présentations beaucoup d'organismes habilités et je vais vous décrire un peu plus en précision, mais sans rentrer dans trop de détails. D'abord, ce que nous faisons à Technia Inspection et ensuite la réalité du terrain avec les process habituels, donc dans le domaine de la requalification périodique et l'approbation de formation. Alors tout d'abord, un organisme habilité est une organisation qui est soumise à une double surveillance, d'une part de la part du Comité français d'accréditation, COFRAC, et d'autre part par le ministère de la Transition écologique lui-même qui délivre donc le COFRAC une accréditation et le ministère une habilitation. C'est un peu, je prends régulièrement cet exemple, l'histoire du permis de conduire et de l'assurance. Ce n'est pas parce que vous avez un permis de conduire que vous êtes autorisé à rouler sur la route, puisqu'il faut également une assurance. Donc l'assurance, c'est le ministère et le permis est délivré par le COFRAC. Tout d'abord, le COFRAC, l'accréditation, donc, s'appuie sur une organisation qui se calque sur la norme 17020, qui permet à la fois, pour synthétiser, d'assurer que l'organisation est capable de décrire toutes ces procédures, est capable de tracer tous les événements qui arrivent et de les reproduire de façon justement à en tirer le maximum de retours d'expérience pour pouvoir s'améliorer, tout en également palliant les éventuels turnovers, puisque tout est écrit, les nouvelles personnes qui rentrent dans ce type d'organisation permettent d'agir de la même manière dans le temps.
Il y a une surveillance à peu près rapidement, le COFRAC, sur bien faire un audit tous les ans, et tous les 3 ans ou 5 ans, en fonction de la récurrence, bien faire un audit de renouvellement de l'accréditation. Pour ce qui est une fois que cet organisme, enfin, cette organisation a une accréditation dans les équipements sous pression, eh bien, un dossier est présenté à l'administration, justement pour obtenir l'habilitation, c'est-à-dire le droit d'exercer en tant qu'organisme habilité. Voilà. La surveillance est donc permanente, vous l'avez vu, non seulement sur la manière dont tout est organisé, sur la manière dont nous réalisons nos prestations, sur la manière dont nous formons nos personnels, sur la manière dont nous suivons leurs compétences, les évolutions. Il y a également, par exemple, les inspecteurs sont régulièrement surveillés sur le terrain ou par des réunions, etc., avec des petites séances de rappel sur la réglementation qui est, comme vous avez pu le constater, est quand même assez complexe et demande une certaine régularité dans l'utilisation de ce type de règlement, que ce soit les arrêtés dont vous avez entendu parler ou le cahier technique professionnel. Et puis également, il y a un point assez important qui est surveillé, c'est la relation avec le client, en termes de façon à démontrer notamment l'impartialité, que les inspecteurs ne subissent aucune pression, puisque la requalification périodique est finalement un jugement ou un droit de poursuivre l'exploitation d'une installation, d'un équipement dans le temps. Et donc, nous avons l'obligation de démontrer qu'il n'y a pas eu de pression pour que cette exploitation ne soit pas faussement renouvelée. Voilà. Et puis, un autre plan assez important, enfin très important et qui est récent du point de vue du ministère, c'est le retour d'expérience. Un organisme habilité a obligation d'abord d'informer évidemment c'est le changement de ses méthodes, de son organisation, le plan de réagentement. L'organisme habilité doit prendre part aux travaux collectifs qui sont réalisés au sein d'associations des gens du métier, et puis doit alerter également sur les dysfonctionnements qui sont constatés sur le terrain. L'installation qui peut être dangereuse, un exploitant qui ne réalise pas qui ne suit pas la mise à jour des documents, de la documentation, etc. Et l'organisme habilité est obligé de le signaler aux autorités. Voilà, j'en ai parlé pour la définition de l'organisme habilité. Alors maintenant, comment se réalise typiquement, vous avez entendu parler de la requalification périodique et tout de même le droit à poursuivre l'exploitation d'une installation frigorifique. Technique d'inspection, je le précise, ne fait que l'inspection que dans le domaine du frigorifique. Il existe évidemment de nombreux autres types d'équipements sous pression, mais nous consacrons, puisque nous faisons partie du groupe Technia, qui est quand même d'experts. Voilà, donc nous consacrons uniquement à la requalification périodique d'équipements sous pression. Alors, comment ça se passe? Eh bien, lorsqu'il est l'heure de faire une requalification périodique, donc à des récurrences de 12 ans ou 6 ans, en fonction de la typicité du fluide qu'il contient, il y a un dossier évidemment à préparer où l'inspecteur synthétise tous les éléments nécessaires à prononcer une requalification. Nous avons une obligation de prévenir l'EDREAL que nous allons nous déplacer à tel endroit, à telle heure et tel jour pour éventuellement qu'eux puissent diligenter une équipe qui vienne également surveiller l'inspecteur sur le terrain. Ça fait partie du processus de surveillance de la part du ministère. Et un inspecteur qui peut très bien se retrouver avec 2 autres observateurs qui observeront la manière de réaliser la requalification. Ça, une fois que c'est fait, eh bien, l'inspecteur va sur place. Évidemment, c'est quelqu'un qui est formé et dont les compétences sont surveillées en permanence, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur notamment ses connaissances de l'arrêté ministériel du 7 novembre 2017, dernier CTP et des CTP précédents,
Il fait une vérification documentaire en regardant qu'il y a absolument tout, de la notice d'emploi à la feuille de calcul, à toutes les étapes dans la maintenance. Et puis, actuellement, c'est effectivement, puisque la chose est nouvelle avec le nouveau CTP, l'organisme habilité valide, approuve le plan d'inspection qui a été écrit auparavant, ça a été écrit dans les précédentes présentations par une personne compétente qui appartient à l'exploitant ou pas. Et en revanche, c'est l'organisme habilité qui approuve le plan d'inspection. Ça, c'est une phase importante. Et puis ensuite, il procède au contrôle visuel des différents équipements pour détecter toutes les anomalies, que ce soit de la corrosion, que ce soit des fuites, que ce soit voilà, des choses dont ils ont l'habitude, et il contrôle effectivement visuellement tout défaut éventuel, la présence des plaques, de manière à identifier effectivement les équipements et de façon à contrôler que ce qui est déclaré sur la documentation soit effectivement la réalité. Et puis, au vu de tout ça, eh bien, il y a un certain formulaire, hein, tout dépend de l'organisme, chacun a sa manière de faire. L'inspecteur prend une décision sur le fait de requalifier ou pas l'équipement. Et une fois que cette décision est prise, si elle est effectivement affirmative, il doit poser sur l'équipement en question un marquage. Alors, autrefois, on utilisait beaucoup le poinçon, tête de cheval. Aujourd'hui, il y a les deux. Il y a la tête de cheval ou bien l'étiquetage. Mais quoi qu'il arrive, cela prouve qu'une requalification a été prononcée et que l'équipement est toujours apte à poursuivre son exploitation, à être exploité. Et puis enfin, étape finale de la requalification périodique, eh bien, l'inspecteur et l'organisme habilité transmettent à l'exploitant une attestation de requalification, celle-ci étant bien entendu faisant partie du dossier d'exploitation. Voilà, je crois que j'ai suffisamment décrit à la fois ce qu'est un organisme habilité et à la fois la manière de procéder lors d'une requalification ou une approbation de plan d'inspection. Je laisse la parole ensuite à Mohamed pour l'intervenant. Je vous remercie et les questions, n'oubliez pas, nous les traiterons juste après la prochaine présentation. Utilisez le bouton questions et réponses. Merci Yann pour cet éclairage sur le rôle des organismes d'habilitation. Et encore, on rappelle qu'une requalification, ce n'est pas un changement de soupape. Ce n'est pas ça qui fait la requalification. Donc, il faut absolument faire appel à un organisme habilité, suivre la démarche qui a été décrite par Yann, et puis avoir la tête de cheval ou l'équivalent pour l'étiquetage. Et c'est ça qui fait foi auprès des autorités compétentes qui viendront peut-être vous rendre visite. Voilà, maintenant on va quitter un petit peu le monde des ESP pour attaquer un autre sujet également très important, à savoir les analyses de risque. Et je donnerai la parole tout de suite à Jean-Marc Christman de Kimour. On est content de l'avoir en ligne avec nous. On aurait bien aimé qu'il soit physiquement ici dans la salle, mais bon, ça sera partie remise, qui va nous parler de la sécurité, l'analyse de risque que le frigoriste ou l'installateur devrait faire avant la mise en service de son installation. C'est un retour d'expérience suite à une collaboration commune Sémar3 Kimour. Jean-Marc, à toi la parole. Merci. Est-ce que je dois partager depuis mon ordinateur ou est-ce que le PDF est partagé localement? Tu as la main pour partager. D'accord, ok, super. Je vais m'en occuper. Très bien. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-Marc Christman, spécialiste technique et marketing auprès de Kimour. Je serai accompagné aujourd'hui par Louis Bissiangol, qui est Sales et Business Development Manager pour la France et le Benelux.
Et donc, merci encore au Semafroid de nous permettre d'intervenir auprès de vous pour vous présenter un cas pratique de l'utilisation des fluides A2L. En l'occurrence, dans ce cas pratique, il s'agira d'étudier le R454C, qui est l'Opteon XL20. Et nous aborderons les thèmes suivants, qui sont le calcul de la charge, qui est la première étape, l'analyse de risque proprement parlée, donc, qui a été réalisée en partenariat avec le Semafroid. Et nous aborderons également l'aspect d'ESP de ces fluides. Donc, au sommaire de cette présentation, le cas d'étude, on va vous le présenter rapidement. Ensuite, on passera sur le calcul de charge selon la EN 378 pour embrayer sur l'analyse de risque et enfin la partie d'ESP. Donc, un petit peu de contexte réglementaire pour introduire le sujet. Comme vous le savez déjà, la F-Gaz met pas mal sous pression les réfrigérants à fort PRG, par exemple comme le R404A. D'ailleurs, Chemours a arrêté de le commercialiser sur le territoire européen depuis le 1er janvier 2020. Et notre proposition, c'est soit une partie transitoire sur des rétrofits, donc qui vont être les réfrigérants de la gamme Opteon XP, que vous voyez en bleu ici. Par exemple, le R449A, qui en fait partie, vous connaissez bien pour la réfrigération commerciale. Et cela permet de prolonger la durée de vie des installations encore en bon état de fonctionnement. Et d'un autre côté, on va aussi avoir des solutions de remplacement pour tout ce qui va être équipement neuf, représenté par la gamme Opteon XL, dont fait partie l'Opteon XL20, et qui, elles, sont des solutions A2L avec un très faible PRG, qui vont s'inscrire vraiment sur le long terme, déjà vis-à-vis de la F-Gaz jusqu'à 2030, mais même vis-à-vis de l'amendement de Kigali, qui lui va aller jusqu'en 2035, on sera toujours largement en deçà des exigences. En alternative aussi à ces fluides, vous avez accès à ce qu'on appelle les réfrigérants dits régénérés, mais via des sources sécurisées. Ce qu'on entend par là, c'est des revendeurs vraiment de fluides qui ont pignon sur rue et bien connus de tous. Voilà. À côté de la F-Gaz, il y a aussi un certain nombre de normes et de standards qui vont s'appliquer à l'utilisation des A2L. On peut regarder un petit peu ce qui se passe en Europe et plus particulièrement dans le cas français. Donc, si on va être en matière de climatisation, chauffage, eau chaude sanitaire, pour la partie européenne, donc c'est l'AEN 378 qui s'applique. En France, on va avoir une réglementation spécifique qui est la CH35. Pour tout ce qui va être installation dans réfrigération commerciale ou industrielle, encore une fois, en Europe, on est sur l'AEN 378, celle qui va s'appliquer, et en France, on aura le guide M pour tout ce qui est groupe logé, les plugins. Pour l'autre partie, tout ce qui va être détente directe, les centrales, les chillers, tout ça, on va tout simplement s'appliquer également l'AEN 378, estampillé NF pour le coup. On rappelle qu'il y a deux piliers essentiels dans cette norme. Ça va être le premier, la limitation de la charge maximale. Donc c'est là où il faut qu'on effectue le calcul de charge en fonction de l'AEN 378. Et bien sûr, l'autre énorme pilier va être l'analyse de risque, qui d'ailleurs à rappeler sera toujours obligatoire indifféremment de la catégorie du fluide, que ce soit un A1, un A2, un A3, un A2L. On a toujours une analyse de risque à réaliser. Donc pour vous présenter simplement ce cas d'étude, on est sur un projet de renouvellement d'une installation frigorifique d'une chambre froide négative. On a donc envisagé ici le fluide R454C, l'Opteon XL20, qui est un fluide A2L. C'est un mélange HFO et HFC, qui va être lui considéré par contre vis-à-vis de la F-Gaz exactement comme un HFC. Ce fluide donc est non toxique, mais légèrement inflammable. Et pour la partie du SP, il va se classer dans la catégorie des fluides du groupe 1. On a équipé du coup cette chambre froide avec un groupe Bitzer, type Ecolite classique, un évaporateur Gudner, une puissance froide de 5 kW au régime -23 plus 35. Et dans ces conditions-là, on devrait avoir un COP d'un 32 sur l'installation. Pour information aussi, la charge prévue dans le système frigorifique est de 9 kg. Et sur la taille de la chambre froide, on le verra après, c'est important pour le calcul de la charge, elle va avoir une surface au sol estimée de 29 mètres carrés et d'un volume de 109 mètres cubes. Donc, passons maintenant au calcul de charge. Ce calcul de charge va s'effectuer, il y a des tableaux qui décrivent ça très précisément. On va considérer bien sûr des catégories d'accès, des catégories d'emplacement également du système frigorifique et le type d'application pour laquelle le groupe frigorifique est utilisé. Alors, il y a des méthodes très simples de le faire, notamment avec des outils qui existent, qui sont en ligne.
qui vont faciliter considérablement ces calculs. Vous voyez ici en exemple la première page de l'outil de calcul Opteon, qui est disponible en ligne sur le site Opteon, que vous pouvez également télécharger sur votre ordinateur si vous le souhaitez. Donc, on a sur cette première page, il va déjà simplement falloir choisir si on est sur une application de confort ou si on est sur une toute autre application de réfrigération. Donc, on clique simplement sur autre application above ground et on va directement, pardon, hop, on va ensuite passer à la partie suivante qui est le choix de la classe. La classe, c'est simplement la position en fait de l'unité de réfrigération, du système complet. Est-ce qu'il y a une partie dedans, une partie dehors? Est-ce que tout est dehors? Tout est dedans, mais ventilé. Voilà. En cliquant simplement sur classe 1, classe 2, classe 3, il y a un descriptif en dessous qui vous explique ce à quoi votre installation s'applique. Donc, dans notre cas ici, on est par exemple en classe 2. On a une partie unité de condensation qui va être à l'extérieur et une partie de refroidissement qui, bien sûr, lui, est dans la chambre froide. Donc, on est sur un type une classe 2. Ensuite, il faut choisir la catégorie d'accès qu'on va laisser au système frigorifique. A étant un accès tout public, type 1 de RP. Ensuite, pour la partie B, ça va être un accès plus limité. On va au moins surveiller qui rentre, que ce soit quand même des professionnels qui rentrent. Et la catégorie C, c'est vraiment une catégorie où on va autoriser un certain nombre de personnes à y accéder. Donc, dans notre cas, bien sûr, une installation frigorifique, n'importe qui ne va pas la toucher. On est sur un accès de catégorie C. Sur l'écran d'après, on va vous demander de choisir le fluide. Donc là, bien sûr, parmi la gamme Opteon XL. Dans notre cas, c'est le XL20, le R454C. Et par la suite, il faudra simplement rentrer les dimensions de la chambre froide. Alors, s'il y a des dimensions un petit peu exotiques sur la chambre froide, les deux choses vraiment importantes, c'est d'avoir la surface qui est juste et le volume qui est juste. Peu importe après les dimensions que vous mettez finalement, il faut que ces deux éléments-là soient justes. C'est ça qui est important et qui est pris en compte dans les formules de la norme. Et si vous l'avez, mais ce n'est pas obligatoire, on peut aussi mettre une estimation déjà de la charge. Ça permettra sur un graphique de représenter où on est. Dans ce cas-là, on passe du coup au résultat. Après simplement avoir rentré ces paramètres, vous voyez que ça va assez vite, on a directement un résultat. Dans notre cas, on n'est sur aucune restriction de charge, notamment parce que les accès sont très limités et parce qu'on a une partie extérieure. Bien sûr, si jamais on changeait quelques paramètres, on pourrait se retrouver avec des valeurs de limite de charge maximum pour une phase 1 et une phase 2. Simplement à savoir que s'il y a des limites de charge qui apparaissent, c'est simplement qu'il va falloir prévoir des mesures de protection supplémentaires qui vont du coup adapter le système. Ça peut être des alarmes, que ce soit sonore ou visuel, ça va être une ventilation mécanique, ou bien même naturelle, des vannes d'arrêt automatiques sur les lignes liquides. Voilà, ça va être ce type de protection à mettre en œuvre. Mais dans ce cas-là, en tout cas la norme ne demande même pas de protection supplémentaire. Passons maintenant donc à la partie analyse de risque. Déjà, pour vous rappeler, il y a des guides qui ont été produits afin de faciliter la mise en œuvre de ces fluides. On a notamment un qui a été réalisé par la FCE et le Caustic, qui est tout un recueil de bonnes pratiques à la mise en place des fluides A2L et A3. C'est téléchargeable sur Internet, ces documents sont disponibles. On a également un autre qui a été fait en partenariat avec le CETIM, l'Uniclima et le SNEFCA, qui lui va traiter plus spécifiquement d'analyse de risque, comme on verra sur la diapositive suivante. Et bien sûr, dans tous les cas, il faut savoir qu'on peut toujours se reporter à des organismes tels que le SEMAFROID pour effectuer ces analyses de risque. Donc, c'est ce qu'on a fait dans ce cas d'étude précis. Donc, pour vous représenter un petit peu simplement la clé de voûte de l'analyse de risque, finalement, va être la table de criticité qu'on va obtenir à la fin. Cette table de criticité, elle va prendre en compte deux facteurs qui sont la gravité d'un risque et la fréquence de ce risque. En multipliant simplement les deux notes obtenues, on va obtenir une criticité. Parce que quand on parle d'analyse de risque, le problème principal qu'on a, ça va être de qualifier les risques, de les prioriser et de voir surtout s'ils sont acceptables ou s'ils ne sont pas acceptables. Parce que tous les risques sont une priorité. Par contre, avec le niveau de criticité, on va vraiment mettre une hiérarchie et savoir si on met suffisamment de mesures complémentaires pour protéger les personnes, l'environnement et les biens. Donc, le guide propose une échelle en fait, de ces deux facteurs qui va permettre de définir la priorité de chaque risque.
On a, pour vous donner un petit peu ces quelques exemples rapides, les niveaux de gravité, qu'est-ce qu'on entend par négligeable, mineur, grave, critique et catastrophique. Donc, que ce soit pour les personnes, pour les biens ou pour l'environnement. Ensuite, en associant donc ceci à une note de fréquence, on va avoir sur la table de criticité que vous voyez ici, 3 niveaux de couleurs, une en vert qu'on va considérer comme des risques acceptables, et il faut que tous les risques, on arrive à les ramener dans cette zone-là. En jaune, le risque modéré, c'est certainement qu'une seule mesure sera suffisante ou des choses assez simples. Et ensuite, les risques inacceptables, tout ce qui est la partie rouge, où là, il va falloir une, voire plusieurs mesures assez fortes pour ramener les risques dans le vert. Donc, c'est des exemples de tableaux types, simplement pour vous montrer qu'il y a différentes catégories de risques. La situation dangereuse qui décrit vraiment le risque. On a la phase de vie de l'installation, ça peut être en conception, ça peut être en maintenance. Les différentes causes également qui sont la cause du risque. Et derrière, on a le calcul fréquence, gravité, criticité, les mesures correctives éventuelles qui sont mises en place, et on recalcule une nouvelle fréquence, une nouvelle gravité et surtout une nouvelle criticité pour obtenir des situations acceptables. Donc je passe un petit peu rapidement là-dessus, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a des choses en exploitation, en maintenance, en conception, même en après-vie de l'appareil. Il y a des risques électriques, on envisage vraiment tout. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment commun à tous les fluides, à toutes les installations qu'on va faire. Simplement, il y a des choses un petit peu plus spécifiques, comme le premier que vous voyez ici, où il faut bien sélectionner des matériaux et des composants qui vont être compatibles avec ce type de fluide. Voilà. C'est des choses un peu spécifiques comme ça qui vont se rajouter. Ça peut être aussi, dans les mesures correctives, ça peut être simplement des formations et des habilitations également. Et on va juste s'attarder sur un point qui était donc une fuite de fluide inflammable avec, en même temps qu'une présence de source d'inflammation quelconque qui pourrait exister à côté. Dans ce cas-là, on voit bien qu'on va très vite aller vers un risque qui sera inacceptable, qui est en rouge. Par contre, on va tout de suite partir sur des mesures correctives, mettre en place un détecteur de fuite, tout simplement déjà, éloigner les sources aussi potentielles, et limiter également les quantités de fluide qu'on a dans le système. Tout ça joue un rôle pour permettre de diminuer les facteurs de fréquence et de gravité. Donc, dans le cas présent, à l'issue de cette étude de risque, on a quand même décidé de rajouter un détecteur de fuite équipé d'une alarme sonore et visuelle, donc, qui est une mesure qui n'était pas obligatoire, mais qu'on a rajouté notamment pour plusieurs risques qui ont été anticipés. Et aussi une petite précision, on n'a pas parlé un petit peu avant sur la partie calcul de la charge, mais il y a aussi une importance sur le nombre de personnes qui peuvent être présentes par tranche de 10 mètres carrés dans la zone. Voilà. Et dans ce cas-là, pour respecter le moins d'une personne par 10 mètres carrés, on a limité l'accès à 2 personnes dans la chambre froide en même temps. Ensuite, bien sûr, je pense qu'une question qui brûle toutes les lèvres, c'est ATEX ou pas ATEX? Donc, dans notre cas, bien sûr, un fluide inflammable, il peut générer une zone ATEX, bien sûr. Par contre, dans notre cas, est-ce qu'il est vraiment possible de la générer? Et est-ce qu'on pourrait vraiment générer un mélange qui va s'enflammer? Sachant qu'en respectant la norme EN 378, via le calcul de charge qu'elle propose et les différentes règles de conception qu'elle va proposer, ces règles-là sont déjà prévues pour empêcher l'apparition de ces zones-là. Par contre, dans notre étude, le CEMAFRA est allé jusqu'au bout et a dit, OK, appliquons l'ATEX, regardons si on est vraiment dans des zones de ce type-là ou pas. Donc, bon, un petit rappel rapide, pour qu'on ait un mélange qui puisse vraiment s'allumer, il faut qu'on soit ni trop pauvre ni trop riche. On va être entre la limite inférieure d'explosivité et la limite supérieure d'explosivité. C'est cette zone-là qu'il faut absolument éviter. Donc, il y a 3 paramètres dans l'EN 679-10 qui vont permettre d'estimer le type de zone. On va calculer un degré de dégagement, on va également calculer l'efficacité de la ventilation et le degré de dilution qu'on va avoir lors d'une fuite. Et enfin, il faut estimer la disponibilité de cette ventilation. Donc, pour étudier ces paramètres, il va falloir, dans notre cas précis, les étudier pour les 2 endroits où une fuite est possible, c'est-à-dire principalement à l'extérieur, au niveau du groupe de condensation, et
à l'intérieur, au niveau de l'évaporateur. C'est-à-dire c'est les deux zones où il y a des vannes, où il y a des raccordements. Le reste, on est sur du passage de tuyauterie. Si elles sont hors de portée du sol, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème particulier. Donc, on estime donc un degré de dégagement. Dans ce cas-là, on l'estime secondaire et non prévisible, parce qu'on se doute bien qu'un circuit frigorifique, il doit être étanche, c'est sa raison première. Donc, il n'y a pas de raison de prévoir un dégagement, en tout cas, il n'est pas volontaire. Et on va aussi estimer que la disponibilité de la ventilation, elle existe pratiquement en permanence, hein, qu'on soit à l'extérieur ou même à l'intérieur, le ventilateur est toujours en ventilation, donc elle sera bonne dans les deux cas. Et enfin, l'efficacité de la ventilation et la dilution, elles vont dépendre de deux facteurs qu'il va falloir calculer, le taux de dégagement et la vitesse de ventilation. Donc, pour cette partie-là, on a fait l'exercice sur les deux cas. Pour la position d'unité extérieure de condensation, on est sur une ventilation bonne et une vitesse de vent estimée à 2000 mètres par seconde. Le calcul du taux de dégagement, il y a une formule qui décrit précisément ça dans la norme. Pour ne pas prendre trop de temps, je ne vais pas vous l'exposer ici, mais on pourra en parler si ça intéresse plusieurs personnes. On va se retrouver avec un taux de dégagement calculé en mètres cubes secondes qui va être de 1,1 10-3. Et ça, c'est dans le cas de l'unité de condensation. Dans le cas de l'évaporateur, on refait le même exercice. Ici, la ventilation est un petit peu plus forte. On a estimé 2 mètres par seconde. Et le calcul du taux de dégagement va donner 1,3 10-4 mètres cubes par seconde. Fort de ces éléments-là, on va les mettre dans un abac que vous voyez ici, qui va en fait nous donner le niveau de dilution, qu'on va ensuite utiliser dans un autre tableau qui va classer les zones. Donc dans ce cas-là, la petite croix rouge vous montre où on est pour le cas de l'unité de condensation. On est vraiment sur la partie dilution élevée. On est vraiment dans cette zone-là. L'autre cas, en fait, la petite croix rouge se montrait jusqu'à atteindre au-dessus du 1 la partie 2 mètres par seconde, puisqu'on est sur la vitesse sur l'axe des ordonnées. Et en abscisse, on va avoir la caractéristique du dégagement qu'on a calculé tout à l'heure en mètres cubes par seconde. Donc, fort de ce constat, on se reporte donc au tableau des zones, qui dans notre cas, on est sur une dilution élevée, sur une bonne disponibilité, en dégagement secondaire. On va donc être en zone 2 dite EN. La zone EN pour étendue négligeable, qui en fait est tout à fait traitée comme une zone non dangereuse. Donc, on n'est pas en zone ATEX. C'était la conclusion à arriver. On n'est même pas obligé d'apposer une quelconque étiquetage ou chose particulière là-dessus. Donc ensuite, pour conclure, la partie de SP, qui elle, on va faire simple, hein, elle est en tout point similaire à d'autres fluides. Le R454C, lui, il fait bien partie des fluides du groupe 1 pour la 2SP, donc il faut juste être vigilant à ça, c'est se reporter aux bons abacs pour déterminer les catégories des ESP. Il faut bien prendre ceux des récipients du groupe, et des gaz du groupe 1, pardon, que ce soit pour les récipients ou pour les tuyauteries, bien sûr. Donc dans notre cas, on va récupérer les informations simplement sur la documentation technique du fournisseur, qui va nous donner les tailles des réservoirs. Hein. Dans ce cas-là, on a un réservoir de liquide, on a un séparateur d'huile, tout ce qui va être diamètre des tuyauteries, du condenseur, etc. On prend ces éléments-là et on les reporte simplement dans les abacs pour trouver les catégories correspondantes. Dans ce cas-là, l'exercice a bien sûr été fait. On a la réserve de liquide qui, elle, va être en catégorie 3. C'est ce qu'on peut voir ici. Le séparateur d'huile, lui, il est encore plus vers la gauche, on va être en catégorie 2. Et pour les tuyauteries, on va rester en article 4.3. Par contre, on sait, dans le cas de la 2SP, c'est l'ensemble qui va être catégorisé par la catégorie la plus dimensionnante. Donc, dans notre cas, ce sera un ensemble de catégorie 3. Voilà, tout simplement. Eh bien, j'en ai terminé. Pour conclure simplement, j'insisterai sur 3 points en fait. On a donc ne pas oublier le calcul de charge qui lui peut être facilité par les différents outils qui existent en ligne que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. Dans notre cas précis, il n'y avait pas de limite particulière de charge à respecter. Ensuite, la partie analyse de risque et ATEX, on voit bien que les risques sont maîtrisés via l'analyse de risque parce qu'on met les barrières nécessaires
devant chaque risque. D'autant plus, on n'a pas d'affichage de zone ni de matériel à texte qui va être requis dans ce cas-là. Et au niveau de ESP, on est vraiment selon les prescriptions classiques des ESP, CTP, selon les règles que vous appliquez. C'est tout à fait, surtout que les pressions en fait, de fonctionnement de ces fluides A2L sont très proches des fluides A1 qu'on connaît très bien. Donc, il n'y a pas de modification particulière sur le côté pression. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Je vais repasser la main à Mohamed et puis nous allons passer à la partie questions. Merci Jean-Marc pour cette présentation extrêmement claire et utile pour les acteurs du froid et je pense que pour toute la profession. Un exemple pratique d'analyse de risque. On vient de rappeler que ces analyses de risque, c'est à faire pour tous les fluides, quelle que soit leur catégorie. C'est pas parce qu'on est en présence avec un A2L qu'il faut le faire. Bien sûr, il faut le faire, mais il ne faut pas oublier que tous les autres fluides, il faut penser à les faire également. Et vous avez vu que ici, au niveau du CIMA 3, nous pouvons accompagner les acteurs, ceux qui le souhaitent en tout cas, pour faire ce genre d'analyse de risque. Bon, j'ai vu passer plusieurs questions. On va maintenant les traiter une par une. Dans le temps imparti, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes, mais on va aller peut-être aux questions les plus pertinentes. On va commencer par l'ESP. On a une question, peut-être pour Cédric, mais j'ai vu peut-être que tu as répondu. Bon, c'est juste pour les autres. Pouvez-vous donner des exemples supplémentaires sur l'optimisation de la maintenance? Avez-vous des exemples pour les bâtiments? Sur la partie bâtiment, effectivement, nous, ce qu'on a, les deux choses qu'on a établies, c'est ce qu'on disait sur la partie de sécurité avec la mise en place de voies. Et après, sur la partie maintenance, il y a un autre arrêté qui est mis sur la pression, mis sur la sécurité, qui est sur la performance énergétique des équipements de plus de 4 kW. Et là, vous avez une attestation d'entretien qui est réalisée tous les 2 ans, où vous avez toute une liste de mesures complémentaires pour optimiser la performance énergétique de l'équipement. Et ça, c'est une autre réglementation qui s'applique sur tous les systèmes carbonydynamiques de plus de 4 kW. D'accord, très bien. Il y a une question que tu as posée sur l'analyse de risque. Peut-on mettre plusieurs chambres dans le calcul de l'analyse de risque? Sur l'exemple qui a été donné, Jean-Marc, est-ce qu'on peut mettre plusieurs chambres ou c'est vraiment salle, pardon, ou c'est vraiment individualisé? Donc là, il va falloir individualiser chaque volume fermé par système, c'est-à-dire par système frigorifique. Donc, il faut prendre en compte la charge globale qui va être connectée dessus. Louis, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Non, c'était encore… Non, pardon. Oui, bonjour à tous. Oui, l'analyse de risque se fait par système fermé, comme l'a dit Jean-Marc, parce que on considère chaque volume où la charge peut se libérer intégralement et potentiellement générer une zone ATEX. En fait, pour compléter ce qui vient d'être dit, la démarche, c'est on raisonne par circuit. C'est ça. Par exemple, sur un VRP, on va avoir s'il y a plusieurs circuits indépendants, on prend le circuit. Non, mais c'est un VRD, ça va avoir un circuit qui va desservir plusieurs salles fermées. Oui, mais donc il faut regarder le circuit frigo qui se dessert comme chambre et après on rajoute les volumes associés. S'il y a plusieurs chambres, on rajoute les volumes. Donc on cumule les… Voilà. Après, il y avait une question sur est-ce que les analyses de risque devraient être faites par une personne habilitée? Est-ce qu'il y a des formations pour? La réponse, il n'y a pas d'habilitation au sens réglementaire du sens. Après, l'installateur ou le frigoriste peut exiger en interne une sorte d'habilitation de son personnel.
Mais en tout cas, il faut être, enfin, nous, on recommande en tout cas qu'il y ait une formation par rapport à l'application de ces analyses de risque. Il faut que les gens soient formés et le CMA3 propose des formations dans ce sens-là pour les personnes qui le souhaitent. Et par rapport au cahier des charges, c'est pareil, il faut que les donneurs d'ordre dans leur cahier de charges, et inversement, quand on dit leur présentation, que les documents leur soient remis. Effectivement. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Alors, existe-t-il un logiciel d'analyse de risque en libre service en ligne? À ma connaissance, à part, comme ça a été présenté tout à l'heure, qui permet de faire le calcul de charge, etc., selon l'AEN 370, oui, mais un logiciel d'analyse de risque libre d'accès, pas à ma connaissance en tout cas. C'est une bonne idée, peut-être qu'il y a une application à développer. J'étais juste pour terminer un complément sur ma présentation sur la partie consultation. Chez les exploitants, des fois, il y a confusion lorsqu'il y a la mise à l'arrêt d'un groupe 3 électriquement, lorsqu'il est condamné électriquement, ils considèrent que l'équipement est au chômage. La réglementation sous pression ne dit pas la même chose, c'est-à-dire que tant qu'il y a du gaz dedans, comme on l'a présenté tout à l'heure à plus de 0,5 l'équipement est toujours sous pression et donc doit toujours faire l'objet d'un suivi en service. De la même manière, tant que l'installation n'est pas mise en danger, n'est pas mise sous azote, par exemple, les contrôles d'étanchéité sont également toujours à réaliser sur le. Merci Cédric. Je pense qu'on arrive au terme de cet atelier. Je souhaite remercier encore tous les intervenants pour leur présentation claire et utile. Je rappelle que toutes les présentations sont enregistrées, qu'on pourrait également les revoir, les voir et les revoir en différé sur notre chaîne YouTube. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. J'invite les participants à cet atelier-là de se reconnecter, également ceux qui sont présents, de revenir à la salle pour la suite des ateliers à venir. Et donc, la prochaine, c'est à 10h30. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci.